Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Catherine Dérété. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Levaou et Anna-Maria Stickmayer pour parler de Viktor Frankl. Bonjour à tous les deux, bonjour Lélie. Bonjour à tous. Cela fait très longtemps que nos auditeurs nous demandent une émission sur Viktor Frankl et je vous ai rencontré, Pascal Levaou, lors d'une conférence intitulée Peut-on encore croire dans l'homme? Et quand je vous ai entendu parler de Viktor Frankl, je me suis dit, eh bien enfin, nous allons pouvoir faire une émission sur cette figure très intéressante et quelque peu méconnue en France, et qui a toute sa place évidemment dans cette émission. Alors Pascal Levaou, vous êtes psychiatre, docteur en théologie, praticien hospitalier à Thionville et auteur d'une thèse, Thérapie et Logos. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage chez l'Harmattan, paru chez l'Harmattan, qui s'intitule Psychothérapie existentielle, la logothérapie de Viktor Frankl. Et vous avez invité, pour vous accompagner dans cette émission, Anna-Maria Stickmayer, qui est venue spécialement quand même de Stuttgart pour cette émission. Je vous en remercie infiniment. Et merci. Vous êtes justement, alors vous êtes président de l'association allemande de logothérapie et d'analyse existentielle. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous êtes toujours, que ce soit dans vos études, dans votre formation ou dans votre pratique, vers une démarche de thérapie. Alors, ce sont des thérapies par l'art, ce qu'on appelle en Allemagne pédagogie et psychologie de la santé. Ouais. Et en particulier, donc, vous avez une formation en logothérapie pour pouvoir soigner selon cette méthode. Au cours de cette émission, vous allez nous en dire plus, donc, de cette façon dont vous abordez la thérapie, parce que sinon, vous avez tellement de formations multiples que ce serait beaucoup trop long de toutes les présenter. Moi, j'ai retravaillé récemment avec Frankl, parce que dans mon dernier livre sur le bonheur, je parle du principe du plaisir de Freud, mais j'oppose à Freud Frankl en montrant qu'il a rappelé que l'homme vivait aussi avec un besoin de sens qui était essentiel pour son épanouissement. Donc, je suis ravi qu'on puisse parler de Frankl, de cette éminente figure de la psychiatrie, et qui est en même temps, pour moi, un philosophe. Donc, peut-être, Pascal Levaou, on va commencer avec vous pour nous rappeler un petit peu qui était déjà le personnage. On va commencer peut-être par les éléments biographiques qui sont très importants dans sa vie, parce qu'il a vécu des choses très, très importantes, très fortes. Donc, rappelez-nous, il est né à Vienne, donc au début du siècle. Oui, il est né donc à Vienne en 1905. Il a eu une formation qui l'a conduit à devenir donc médecin. Son père d'ailleurs avait voulu être médecin, mais pour des raisons financières n'avait pas pu continuer ses études et au bout de 5 années avait dû arrêter sa formation. Il est issu d'une famille juive, ce qui a son importance dans son histoire. Il avait beaucoup d'admiration pour son père, aussi pour sa mère, qu'il décrit comme une personne donc très chaleureuse, pieuse, et lui-même a eu ensuite donc toute une période pendant laquelle il explique quand il était adolescent, il était un petit peu désespéré par la vision qui émergeait d'un certain scientisme. Et sa logothérapie, sa façon de concevoir la thérapie, d'être d'abord intéressé par Freud et puis ensuite de s'en distancier, est liée à une critique d'une vision trop réductionniste de l'être humain. Il paraît qu'à dès l'âge de 15 ans, il a déjà écrit à Freud. Oui, c'est ça.
il avait entrepris une correspondance avec Freud, dont on n'a plus les traces parce que malheureusement la Gestapo avait pris donc tous les dossiers et les documents, donc il reste pas de traces de ces échanges. Hein. Mais très jeune, hein, c'est un enfant quand même, on peut dire un peu surdoué, hein, très intéressé par les problématiques philosophiques donc très tôt, hein, et il a donc correspondu avec Freud. Alors, il faut quand même bien dire qu'il n'a pas été un élève de Freud, mais il n'a rencontré Freud qu'une seule fois. Hein, Freud lui a répondu, donc Freud lui répondait. Il avait de cet adolescent, c'est quand même étonnant. Tout à fait. Il a même su l'adresse par cœur. Freud savait son adresse par cœur et Frankl était impressionné que Freud a retenu son adresse. Hein, et on sait, même si on a perdu la correspondance, on sait un petit peu les points d'échange principaux qu'il y a eu entre eux. On sait que, par exemple, Frankl, il a écrit un essai à l'école. Il a envoyé cet essai à professeur Freud et le professeur Freud a répondu est-ce que je peux publier ça dans ma revue. Hein, c'était sur je sais plus le thème des gestes c'était tout à fait psychanalytique, hein, et Frankl il se moquait un tout petit peu plus tard que ce texte a été publié. Ouais. Et alors ensuite, il a fait ses études de psychiatrie. Alors, de médecine peut-être d'ailleurs, il a été médecin. Il a été médecin, hein, et donc il était intéressé par la psychanalyse. Hein, et la psychanalyse va l'amener à s'intéresser à la psychiatrie. Bon, il a un peu hésité, il voulait être ou obstétricien ou dermatologue, mais finalement il se décide pour la psychiatrie. Et là, il s'adresse à Freud, demande à pouvoir suivre une psychanalyse, et Freud le renvoie vers Paul Federn. Paul Federn le reçoit. Et l'entretien se passe pas finalement très bien. C'est-à-dire que Federn demande à Frankl de se définir. Alors il dit j'ai un caractère anal qui tient en fait que je suis quelqu'un de scrupuleux, méticuleux. Il a fait la diagnostic. Et puis finalement Federn lui dit il fait son propre diagnostic. Voilà. Alors il cherche un peu à impressionner Federn avec un souci d'objectivité. Et puis Federn lui dit mais finalement avant de faire une psychanalyse, finissez d'abord vos études de médecine, quoi. Hein, parce que si vous n'avez pas de problème, c'est pas impossible qu'au cours de la psychanalyse vous en ayez. Donc, je pense que c'était une décision sage, mais il est sorti de l'entretien là, donc il décrit ça dans ses mémoires. Il se promène dans le Prater, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette science finalement? Qu'est-ce que c'est que cette démarche en réalité? Et là, je dirais, il va finalement se distancier. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais il le décrit assez bien, quoi. Il est un peu perplexe. Hein. Et finalement, après, il va se tourner vers Adler. Et Adler correspondait peut-être mieux au jeune Frankl. Alors, Frankl est quelqu'un qui a toujours été intéressé par la théorie, hein, par la philosophie. C'est vraiment un médecin philosophe, un Arzt-philosophe, comme on dit en allemand. Tout à fait. Hein, mais en même temps, il a toujours été soucieux de la pratique. Hein. À la différence de Freud, les problèmes sociaux l'ont intéressé. Hein. Donc, il fait connaissance avec Adler qui est dans des mouvements socialistes, hein, et assez rapidement, donc, il fait des conférences sur on va dire de psychohygiène, qui concerne la prévention du suicide auprès des étudiants. Hein. Et il se distancie donc de Freud pour aller vers Adler. Alors Adler est moins connu maintenant, mais Adler avait fondé la psychologie individuelle après que lui-même se fût démarqué de Freud. Il trouvait que Freud portait beaucoup trop d'attention à la sexualité, ce que Frankl donc décrit comme la volonté de plaisir, hein, la Wille zum Lust, et il décide, Adler, donc de fonder sa propre école, qui elle-même est centrée sur la volonté de puissance, quoi, de surmonter le complexe d'infériorité, avec une explication des névroses qui ne part plus de l'Oedipe, hein, mais d'une volonté de surmonter son propre complexe d'infériorité. Et finalement, Frankl n'a pas tellement fréquenté Jung, qui est un autre grand disciple dissident de Freud. En fait, il est extrêmement critique vis-à-vis de Jung. Pourquoi? Parce que ce qui va être la spécificité de Frankl, c'est de définir une psychothérapie qui est une critique du psychologisme. Alors le psychologisme, c'est quoi? C'est de penser que l'être humain se réduit
aux lois psychologiques qui le gouvernent. La critique qu'il fait, par exemple, à Freud, c'est de dire vous avez un modèle de l'être humain qui est basé sur la conception d'un appareil psychique, avec un équilibre énergétique entre différentes pulsions, le moi, le ça, le surmoi. C'est une vision déterministe, c'est une vision réductrice. Et cette vision-là n'est pas valable. Et Jung, c'est encore pire. Parce que Jung, finalement, il saïfie, si j'ose dire, la religion. Il en fait quelque chose qui est la conséquence des instincts, par sa théorie des archétypes. Comme si, finalement, il y avait une pulsion à la croyance en nous. Comme si la croyance religieuse n'était que le résultat d'une pulsion, alors que pour Frankl, elle ne peut être que le résultat d'une décision existentielle, puisqu'elle est quelque chose de libre. Alors, que la critique... Ça va vous plaire, Lélie. Oui, absolument. Après ce qu'on a entendu sur Spinoza, ça me plaît infiniment ce que vous me dites. Mais peut-être qu'on va avoir... parce que c'est intéressant. En réalité, moi j'étais dans la croyance que justement cette philosophie et en même temps thérapie par le sens, la logothérapie, c'est quelque chose qu'il avait conçu après son expérience des camps, à laquelle vous allez évidemment arriver. Ah, non. Et je me suis rendu compte que pas du tout, c'était déjà parfaitement en place avant qu'il entre dans les camps, et qu'au fond, l'expérience des camps n'a fait que confirmer cette démarche qu'il avait. Mais peut-être on va avancer dans sa biographie avant de... Oui, alors ce que vous dites est tout à fait important. Parce que il y a une vision un peu, je dirais, américaine, où voilà, Frankl est rentré dans les camps et puis là on est sorti avec la logothérapie. Il s'agit des camps de concentration. Oui, je oui. dis parce que pour les C'est vrai. auditeurs qui connaissent pas sa vie, il va être déporté, mais on va y venir. Et c'est faux. C'est-à-dire qu'il a construit, donc je vais peut-être continuer donc à présenter la construction là de sa pensée. C'est-à-dire que il rencontre donc Freud, il rencontre Adler, et puis il fait partie d'un petit courant d'opposition au sein de l'équipe de Adler, courant d'opposition auquel participe Rudolf Allers et puis Oswald Schwarz. Allers qui lui-même est un psychiatre philosophe, mais Allers a commencé à se montrer critique vis-à-vis d'Adler, et Frankl est convaincu par la pertinence de la position d'Allers qui le renvoie à Max Scheler. Et ça, c'est le grand nom qui a influencé Frankl. Alors Max Scheler est maintenant peu connu. Il est peu connu. Alors c'est pas comme Heidegger, tout le monde connaît Heidegger. Max Scheler, il est un peu passé de mode. Alors qu'à l'époque, il faisait partie des grandes étoiles de la philosophie allemande. Heidegger était un grand admirateur d'ailleurs de Scheler. Et Frankl va utiliser l'anthropologie, les analyses phénoménologiques de Scheler pour se distancier et de Freud et d'Adler, à partir de la théorie des valeurs, de la hiérarchie des valeurs, de l'objectivisme des valeurs que défend Scheler, d'une part, et d'autre part, l'idée que l'être humain, finalement, est avant tout fondé par l'esprit, qu'il y a une dimension spirituelle. Alors, le mot spirituel... le problème, c'est qu'en français, il connote tout de suite religieux, alors que c'est pas vrai. Même chez Scheler, même si Scheler est religieux, il n'y a pas de connotation forcément religieuse au terme spirituel. Petite question à ce propos-là. Est-ce qu'il a été marqué par la religion dans son enfance, dans son éducation? Est-ce que lui-même se définissait comme religieux ou pas du tout? Alors, il a été religieux dans son enfance, c'est-à-dire qu'il a fait, il a eu toute la formation, il était jusqu'à la bar mitzvah. Puis à l'adolescence, justement, il se détache petit à petit de la religion et il traverse une période qu'il qualifie d'athée ou plutôt d'agnostique. Le nihilisme le tente. Le nihilisme Adolescent. De l'adolescent. Oui, de l'adolescent. Le nihilisme de l'adolescent. Voilà. Qui est un bon signe que c'est un être humain. Voilà. Et après, alors, il faut bien comprendre que pour Frankl, la religion fait partie de l'espace intime. Et il a horreur de tout ce qui peut être de l'ordre de l'exhibitionnisme religieux. Donc j'ai un peu du mal à savoir, même en lisant sa biographie, quelle était véritablement sa conception. Est-ce qu'il était croyant ou pas? Il était croyant, mais il y a le Frankl avant les camps de concentration et le Frankl après les camps. Après les camps, il va devenir quelqu'un de profondément religieux.
Alors, avant d'en venir justement à cette expérience qui va marquer un tournant décisif dans sa vie, il est dans un hôpital psychiatrique où il y a un certain nombre de patients qui ont des problématiques très très lourdes. Et là, je crois que le début de ses problèmes avec les nazis vient du fait qu'il va refuser d'euthanasier un certain nombre de patients. Non, les problèmes avec les nazis viennent du fait qu'il est juif. Hein. Oui, mais il y avait ça, mais il y a aussi ça. Bien entendu, il y a ces deux problèmes. Non, mais c'est pas le début. J'allais y venir parce qu'il va être déporté du fait qu'il est juif. Mais... Voilà. Mais alors, il participe au sabotage du programme d'extermination des, comment on dit ça en allemand, des gens qui n'ont plus de valeur pour vivre, selon l'idéologie. Lebensunwertes Leben. Et il a même fait des fausses, Des faux certificats. Des faux certificats. C'est ça. Là, Puisque les malades ont été condamnés donc à l'extermination, il a fait des fausses déclarations. Là où on avait fait une schizophrénie, il disait que c'était une aphasie. Enfin. Et alors, qu'est-ce qui va amener ensuite sa déportation? Donc, parce que pendant un certain temps, les nazis le laissent quand même travailler dans cet hôpital. Il y a une anecdote qu'il donne, c'est que je crois que c'est en 1941, il est convoqué par la police. Et puis à un moment donné, le policier lui dit, écoutez, j'ai un ami qui a des problèmes, qui souffre de troubles phobiques, et il est pas comme ça, un mec qui est anxieux, et cet ami, voilà, est-ce que vous ne savez pas comment on pourrait l'aider? Alors Frankel expose son système de l'attention paradoxale, là, et visiblement l'ami, c'était le policier en question. Et pendant un an après, il n'est plus du tout inquiété par la police. Donc il fait la supposition que le conseil qu'il a donné n'a marché être efficace. Hein. Mais malheureusement, alors donc à l'époque, il est dans l'hôpital Rothschild, qui est l'hôpital où on pouvait soigner les Juifs, puisque les Juifs étaient cantonnés, étaient séparés donc dans la société viennoise, et ne pouvaient se faire soigner qu'à l'hôpital Rothschild. Il reste médecin, neurologue et psychiatre donc à l'hôpital Rothschild. Et puis à un moment donné, le coup près arrive, c'est-à-dire qu'il est transporté, déporté à Theresienstadt. Et ensuite, donc, il va aller à Auschwitz. Oui, mais le passage par Theresienstadt est important à prendre en compte, puisque Theresienstadt est présenté comme une sorte de ghetto un peu moins dur. En réalité, c'était un espace où les gens qui avaient une certaine réputation pouvaient venir, ce qui permettait aux nazis d'expliquer que les camps n'étaient pas des choses aussi abominables que ce que prétendait la propagande. Et en réalité, c'était un sas d'attente avant la déportation vers Auschwitz. Donc il y est resté 2 ans, il y a perdu son père, et en même temps, une fois qu'il est arrivé à Theresienstadt, il a mis en place un programme de prévention du suicide. Parce que lorsque les gens arrivaient, ils étaient désespérés, ils avaient tout perdu, et il fallait les convaincre que la vie avait un sens malgré tout. Il va rester à Theresienstadt, je crois, 2 ans, et puis après, il est donc déporté à Auschwitz. Il y passe combien de temps? Alors, il ne va pas rester longtemps à Auschwitz, puisqu'ensuite il est déporté dans d'autres camps annexes, mais il échappe par hasard par hasard. On ne sait pas pourquoi il a été... Pourquoi il a échappé à... Alors, il le décrit, c'est-à-dire qu'il arrive, il y a une sélection qui se fait, et puis, une fois qu'il passe derrière la personne qui a fait la sélection, il change de file. Il dit à un moment donné, je ne sais pas où j'ai eu le courage Mais il sentait qu'il n'était pas dans la bonne file. Même pas du tout. C'est qu'il y avait des gens qu'il connaissait dans l'autre file, et il s'est avéré que la première file dans laquelle il avait d'abord été sélectionné allait vers les chambres à gaz directement. Et sa femme et sa mère, d'ailleurs, sont mortes dans les chambres à gaz. Ouais, sa femme était enceinte quand elle était déportée de Theresienstadt à Auschwitz. Elle voulait aussi accompagner son mari sans savoir qu'elle sera séparée tout de suite. Et il n'a jamais vu cet enfant. Et il n'a pas revu sa femme non plus. Alors, il ne l'a pas revu, mais d'une certaine façon, il l'a toujours revu, puisque justement, j'ai choisi un extrait de son autobiographie dans laquelle il parle de cela. Nous marchions dans le noir sur l'unique route qui partait du camp, pataugeant dans des flaques d'eau et trébuchant sur de grosses pierres. Les gardes, qui ne cessaient de crier, nous faisaient avancer à coups de crosse. Les prisonniers qui avaient les pieds endoloris s'appuyaient sur le bras d'un voisin. On n'entendait pas un seul mot. Le vent glacial n'encourageait pas la conversation. La bouche cachée derrière son col relevé, l'homme qui marchait à mes côtés me chuchota. Si nos femmes nous voyaient, espérons qu'elles sont mieux loties que nous et ne savent pas ce qui nous arrive.
Je me mis à penser à ma femme, tandis que nous marchions, dérapant sur la glace, nous aidant mutuellement à nous relever, appuyés l'un sur l'autre. Nous ne disions rien, mais nous savions que nous pensions à nos femmes. Je contemplais le ciel où les étoiles se couchaient et on voyait déjà briller derrière un banc de nuages noirs la lumière du jour. Mon esprit était tout entier habité par le souvenir de ma femme. Je l'imaginais avec une précision incroyable. Je la voyais. Elle me répondait, me souriait, me regardait tendrement. Son regard était lumineux, aussi lumineux que le soleil qui se levait. J'avais enfin découvert la vérité telle qu'elle est proclamée dans les chants des poètes et dans les sages paroles des philosophes. L'amour est le plus grand bien auquel l'être humain peut aspirer. Je comprenais enfin le sens de ce grand secret de la poésie et de la pensée humaine. L'être humain trouve son salut à travers et dans l'amour. Je me rendais compte qu'un homme à qui il ne reste rien peut trouver le bonheur, même pour de brefs instants, dans la contemplation de sa bien-aimée. Lorsqu'un homme est extrêmement affligé, lorsqu'il ne peut plus agir de manière positive, lorsque son seul mérite consiste peut-être à endurer ses souffrances avec dignité, il peut éprouver des sentiments de plénitude en contemplant l'image de sa bien-aimée. Pour la première fois de ma vie, je comprenais le sens de cette parole. Les anges sont perdus dans l'éternelle contemplation d'une gloire infinie. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Pascal Levaou et de Anna Maria Stickmayer pour parler de Viktor Frankl. Je rappelle, Pascal Levaou, vous avez publié une psychothérapie existentielle, la logothérapie de Viktor Frankl aux éditions de l'Harmattan. Alors nous avons lu ce texte absolument bouleversant, Lélie, de cette lettre concernant sa femme. Peut-être, Pascal Levaou, pour avancer dans l'aspect biographique, il réussit donc à finalement se sauver de cette déportation à Auschwitz. Ensuite, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas si on peut dire qu'il réussit à se sauver. C'est-à-dire que il a une phrase, il dit: les meilleurs d'entre nous sont morts, quoi. Voilà.
Mais il est libéré par des troupes texanes, ce qui fait que quand il ira aux États-Unis, après, il ira dans la ville de ses libérateurs. Mais il est libéré. Et puis à Turkheim, voilà. Et puis cette libération ne lui apporte pas la joie espérée, parce qu'à ce moment-là, il va découvrir que toute sa famille est morte. Donc il se retrouve complètement seul et il revient à Vienne. Alors sa femme d'ailleurs, elle est pas morte directement, elle est morte après la libération, ce qui est encore pire, mais des privations subies. Et donc il n'a plus rien lorsqu'il arrive à Vienne. Ça n'a pas ébranlé sa théorie sur le sens de la vie. Enfin, il y avait un optimisme dans sa philosophie. Évidemment que si. Il aurait pu la remettre en question, toute sa théorie. Tout à fait. Et ce qui fait le sérieux de sa pensée, mais aussi de sa vie, c'est que c'est un optimisme, et c'est un optimisme tragique. Mais même pendant les camps, ce qui l'a fait tenir en dehors de la mort de sa femme, c'est la volonté de publier un livre, à côté de la foi religieuse qui se renforce pendant cette épreuve. Il explique qu'il était rentré dans les camps, d'ailleurs, avec le manuscrit de son ouvrage qui avait été cousu dans la doublure de son manteau. Et puis malheureusement, il est dans l'obligation d'abandonner son manteau, le manuscrit est perdu, et il reçoit en échange un autre manteau, et là, dans la poche, il trouve une prière, qui est le schéma Israël. Et il se dit finalement, pour moi le sens de ma vie, c'était de construire, c'était de rédiger ce livre, d'aller jusqu'au bout de la formulation de ma théorie. Pour cette personne qui avait ce manteau, le sens de la vie était lié à la foi en Dieu. Et ces deux choses-là vont l'habiter. Dès qu'il va avoir une santé suffisamment meilleure pour recommencer à écrire sur des petits bouts de papier, même alors qu'il est dans les camps, il va recommencer à reconstruire son livre de mémoire. Et lorsqu'il arrive à Vienne, là, il va se remettre au travail pour construire ce livre qui s'appelle Herzliche Seelsorge. Mais il dit bien qu'il y a deux choses finalement qui l'ont empêché de se suicider. C'est d'une part la foi en Dieu. Adon Kleinberg le relate très bien dans la biographie qu'il a consacrée à Frankl, où il a confié Frankl à Kleinberg que s'il n'y avait pas la foi en Dieu, probablement qu'il se serait suicidé. Et puis d'autre part, il va rencontrer sa femme, Ellie, qui va l'aider à traverser ce moment de solitude, ce moment de désespoir. Femme catholique d'ailleurs. Une femme qui est catholique, oui, tout à fait. Une femme catholique. Et là, il se remet au travail, et c'est aussi une façon pour lui de retrouver un sens à sa vie, de recommencer à être médecin. Pour la logothérapie telle qu'il l'a définie, pour Frankl, il y a trois choses qui permettent à l'homme de donner un sens à sa vie. On donne un sens à sa vie par ce que l'on fait, par quelque chose que l'on crée. Ensuite, par les choses que l'on ressent, l'amour, l'art, ce qui est d'ordre de l'esthétique. Mais, il insiste aussi, la façon dont on affronte la souffrance est aussi une façon de donner un sens à sa vie. Ce qui fait que jusqu'au bout, il n'y a pas de vie qui soit dépourvue de sens. Il y a une façon de faire face qui fait que la vie a un sens. Ce dernier point, ça me rappelle ce que disait Kierkegaard. Il disait ce dont on se souviendra dans l'humanité, c'est la manière dont on a traversé les épreuves. Donc ça rejoint tout à fait cet aspect-là. Frankl parle des valeurs d'attitude, et il dit jusqu'au dernier moment, nous avons cette possibilité de choisir notre attitude. Oui, face aux événements de la vie. C'est notre dernière liberté de choisir une attitude face à ce qui se passe. Et nous avons mentionné l'optimisme tragique. On peut déjà sentir toute la tension dans cette expression. Optimisme tragique veut dire je suis dans cette tension entre un optimisme et le savoir que la vie peut être tragique. Et je choisis mon attitude. Personnellement, je travaille surtout avec les patients cancéreux aussi. Et là, je vois chaque jour ces valeurs d'attitude qui comptent. Et en fait, votre travail thérapeutique consiste justement à les amener à vivre autrement, donc cette expérience de la souffrance ou... Je les accompagne dans cette recherche. Quelle attitude peux-je choisir?
je les accompagne. Ce sont les patients qui choisissent. Mais Oui, ce qui est important, ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est pas qu'on parle du sens de la vie, c'est pas tant que la vie a un sens en soi, c'est que chacun peut donner un sens à sa vie. Trouver, même pas donner. Un sens. Nous pouvons Enfin, pas trouver, donner, voilà, hein, trouver c'est un sûr. sens à sa vie, non, ce que je voulais dire. Voilà. Trouver un sens à sa vie, Oui. mais à travers soit effectivement l'amour, la religion, l'expérience artistique. Voilà. Il y a plusieurs dimensions, l'action, mais c'est pas forcément le même pour chacun. Ah. Tout à fait. Chaque être humain est unique. Hein, unique dans le temps, unique dans dans son histoire. Ça ne se répète pas. Hein. Et le sens de la vie est le sens pour une personne donnée à un moment donné de sa vie. Ça pourra changer. 5 ans après, ce sera plus la même chose. Hein. En ce sens-là, il y a une relativité des valeurs, mais pas au sens d'un relativisme des valeurs. Ah non, hein. pas du tout. Hein. Les valeurs sont les valeurs renvoient à quelque chose d'objectif. Mais moi, dans ma vie, à tel moment donné, je vais privilégier telle ou telle valeur, hein, par rapport au sens le sens de l'instant, hein, le kairos. Hein. On peut trouver un sens en concrétisant les valeurs dont parle Frankl. On peut trouver en le faisant. Il est très intéressé à nos actes. Il s'intéresse surtout à ce que nous voulons réaliser. Ça ne flotte pas quelque part sur les nuages. Tout est très concret. Et on choisit et on peut continuer à concrétiser des valeurs. Même l'enfant peut le faire. Et une personne très âgée peut le faire aussi. Oui, le sens, c'est une sorte de motivation autour des valeurs, finalement. C'est-à-dire qu'on est motivé, Oui. on est mu Attiré. par une valeur et pas simplement par Oui. un désir. On est attiré par les valeurs. sensible. Voilà. Et il y a pour la psychanalyse, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, alors en simplifiant, hein, donc pour la psychanalyse, ce qui importe, c'est la volonté de plaisir. Pour Adler, c'est la volonté de puissance. Hein. Et Frankl dit non. Ce qui compte chez l'être humain, c'est la volonté de sens. Volonté Mais orientée vers le sens. vers le sens. Ouais. Et un sens qui est un sens concret. Hein. Alors, je parlais en latin parce que Frankl a cette particularité de temps en temps de parler un peu latin. Il dit ad situationem, ad concretum. C'est-à-dire un sens qui est pour la situation donnée et un sens concret. C'est pas le sens de la vie en général qui l'intéresse. Hein. C'est le sens ici et maintenant. C'est pour ça qu'il faut aussi bien comprendre que dans la démarche thérapeutique de Frankl, alors qu'il a écrit l'audio inconscient, la religion ne joue qu'un rôle très accessoire. Accessoire dans le sens où, au fond, le sens de ma vie ne dépend pas de savoir s'il y a un Dieu ou pas. Oui, enfin, peut-être qu'il y a un sens du monde. Mais c'est pas ça qui est important dans le concret de la psychothérapie. Frankl ne parle jamais de religion dans sa pratique psychothérapique. Hein. Donc, dans sa pratique, il aide les gens à découvrir quel sens ils veulent, Voilà. qu'est-ce qui peut les aider au moment présent dans leur situation de souffrance ou de difficulté psychologique pour grandir. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient, ce qu'il appelle inconscient spirituel. L'inconscient spirituel, ça ne veut pas dire forcément religieux, hein. Mais il faut amener l'individu à prendre conscience des possibilités de sens qui existent. Hein. Parce que l'être humain est libre et est toujours capable de se positionner. Hein. Mais il ne l'est pas forcément spontanément. Il faut la médiation de l'autre, hein, qui lui permet de devenir ce qu'il est au départ. Hein. Deviens ce que tu es. Hein. Mais ça me fait penser, en vous écoutant, je me dis c'est vraiment l'ancêtre de la psychologie positive. Puisque depuis 30 ans, on voit très bien le succès extraordinaire de la psychologie positive qui insiste sur le fait qu'il ne faut pas, pour guérir, pour aller mieux, pour grandir, il ne faut pas simplement chercher à résoudre les problèmes du passé, mais il faut aussi s'appuyer sur les ressources de l'être humain. C'est tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous faire grandir. Finalement, il l'a théorisé. C'est ça, il l'a théorisé, c'est un pionnier en ce sens. En 1926, Voilà. il a déjà formulé cette idée de base de la logothérapie. Nous sommes orientés vers les ressources d'une personne. Nous sommes très intéressés quelles valeurs peuvent attirer notre patient, quelles valeurs peuvent motiver la personne, même s'il y a très peu de possibilités. Hein, on est très orienté vers le futur, on ne veut pas trop
regarder tout ce qui se passe dans le passé. C'est ça. Ce qu'il reproche aussi à la psychanalyse, c'est qu'elle regarde en arrière tout le temps. Hein. Donc, au risque finalement, dans le travail analytique, de tout le temps revenir vers le passé, de tourner en rond et d'être dans ce qu'il appelle l'auto-réflexion, hein, et on aggrave l'hyper-réflexion. Merci, Anna-Maria. L'hyper-réflexion, et on aggrave finalement les choses. Hein. Alors que si on va vers le futur, si on essaye de se dire, bon, le passé a été ce qu'il est, hein, le passé, je ne vais pas pouvoir le changer, mais je peux me positionner par rapport à ce passé, et bien dans ce cas-là, ça laisse des possibilités psychothérapeutiques. Que Frankl, dans son expérience, a mis en évidence, c'est-à-dire c'est pas seulement un théoricien. Hein, Freud a eu assez peu de cas cliniques finalement. Frankl en a eu des dizaines et des dizaines dans son travail. Hein. Oui, et c'est très intéressant justement qu'il ait commencé dès le début à travailler sur la question du suicide, parce qu'il me semble que ce qui est vraiment en jeu, c'est presque une définition de la vie, de ce que c'est que la vie. Alors j'ai lu à un moment que justement le reproche qu'il fait aussi bien à Adler qu'à Freud, c'est que leurs théories tendent à dire que finalement toutes nos activités, tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre un état d'homéostasie, c'est-à-dire de calme, calmer les manques, les souffrances, etc. Et il dit en réalité non, ce qui fait la trame constitutive de la vie, c'est au contraire la dynamique. Il ne s'agit absolument pas de calmer, il s'agit au contraire de redynamiser et de redonner un élan. Et je crois que ça, c'est vraiment, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment le cœur de sa pensée, cette question de comment envisager, comment définir, comment comprendre ce que c'est que la nature même de la vie. La vie, elle est de l'être humain, elle est orientée vers le sens, et il y a cette tension vers le sens. Voilà, il y a ce qu'il décrit comme une no-dynamique. Hein. C'est une dynamique de l'esprit, de cette dimension spirituelle vers le sens. Hein. Et donc l'être humain ne peut jamais être ramené à une mécanique psychique qu'il faudrait équilibrer, hein, comme chez Freud. Hein. Bon, en tout cas chez Freud tel que le présente Frankl. Non, il faut aller vers cette tension, parce que c'est cette tension vers le sens, vers le futur, l'être humain qui permet à l'être humain de se réaliser. Alors il l'explique très bien dans un texte intitulé « L'homme à la recherche du sens ». Et alors on va voir justement, dans une partie du texte, il fait une comparaison avec précisément les problématiques sexuelles dont Freud a parlé. Et ça éclaire très bien, je pense, ce qu'il entend par là. L'homme à la recherche du sens, ce titre circonscrit plus d'un thème. Il englobe une définition ou au moins une interprétation de l'homme. Et précisément comme d'un être qui, en fin de compte, et à proprement parler, est à la recherche du sens. L'homme est toujours déjà orienté et dirigé vers quelque chose qui n'est pas encore lui-même, que ce soit justement un sens qu'il accomplit ou un autre être humain qui se présente à lui. D'une manière ou d'une autre, l'être homme vise toujours déjà au-delà de soi-même, et la transcendance elle-même est l'essence de l'existence humaine. N'est-il donc pas exact que l'homme, à proprement parler, et originairement tend à être heureux? Kant lui-même n'a-t-il pas concédé que c'est le cas, et ajouté seulement que l'homme doit aussi tendre à être digne de cet être heureux? Je dirais que ce que l'homme veut réellement n'est en fin de compte pas l'être heureux en soi, mais une raison d'être heureux. En effet, dès qu'il y a une raison d'être heureux, le bonheur, le plaisir s'installent tout seul. Mais ce qui est ici en rapport avec l'observation des devoirs, ou le cas échéant de la loi, revêt à mon avis une signification beaucoup plus vaste, et peut même être transposé du domaine de la moralité à celui de la sensorialité. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce qu'il entend par moralité, parce que je crois que c'est nécessaire. Et en cela, nous les neurologues, nous y connaissons. Car dans la clinique quotidienne, on voit sans cesse que c'est précisément le détournement devant la raison d'être heureux qui empêche l'homme souffrant d'une névrose sexuelle, par exemple, l'homme impuissant ou la femme frigide, de devenir heureux. Mais qu'est-ce qui fait apparaître ce détournement devant la raison d'être heureux? C'est une orientation forcée vers le bonheur, vers le plaisir lui-même. Combien Kierkegaard avait-il raison en disant un jour que la porte de l'amour s'ouvre vers l'extérieur. Celui qui essaye de l'enfoncer la voit seulement se fermer. Comment pouvons-nous expliquer cela? Ce par quoi l'homme est transi au plus profond de lui et en dernière instance,
n'est pas la volonté de puissance, ni la volonté de plaisir, mais une volonté de sens. Alors ce texte est un tout petit peu difficile, mais je l'ai quand même choisi parce que je crois qu'il y a énormément de choses qui appellent le commentaire. Et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires sur ce texte. Anna Maria. Quel commentaire on peut faire, Pascal? Peut-être parce que j'ai pas lu toute une partie dans laquelle il parle de Kant, hein, donc évidemment sa notion de la morale il est très kantien quand même profondément, mais je voudrais une précision sur ce qu'il entend par morale, comment il relie la moralité, ce qu'il appelle la moralité, à la question du sens. Alors, Frankl explique qu'il y a deux reproches finalement qui sont faits à la logothérapie. D'une part, c'est d'être spiritualiste, et d'autre part, d'être moralisatrice. Mais pas du tout. Hein. C'est-à-dire que, alors, le texte, il faudrait le reprendre là, mais la moralité telle que Frankl, il me semble, hein, dans ce texte la définisse, il ne s'agit pas de faire la morale. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je voudrais que vous précisiez. Hein. Oui. Il s'agit, pour Frankl, de vivre conformément, finalement, aux valeurs que l'on a en soi. Alors évidemment, il y a des sur le registre de l'éthique, il y a des choses qu'on n'acceptera pas, mais des choses, je sais pas, le meurtre, mais dans la logothérapie, on laisse le patient décider pour lui-même. Hein? Une autonomie éthique. Oui. Et ce que j'aime beaucoup dans cette idée, c'est que, par exemple, quand il y a de la violence, nous pouvons toujours réagir. Hein, et la violence continue. Et en logothérapie, on propose quelle est ta réaction, quelle est ton autonomie éthique, qu'est-ce que tu veux faire, toi, selon tes propres valeurs. Ce n'est pas moralisateur du tout, c'est un appel à la conscience de cette personne. Nous ne pouvons pas faire plus, nous ne pouvons pas prescrire un sens, nous ne pouvons pas dire ce sont les règles, il faut suivre les règles. Non, on fait un appel à la personne de être à l'écoute de son intérieur. Il faut avoir un peu de temps pour ça. Hein. Ça se fait pas en 2 minutes. Et peut-être vous avez entendu de Gentlin, Eugene Gentlin, un Américain, qui a développé cette écoute intérieure avec une méthode qui s'appelle focusing. On prend du temps pour être à l'écoute à ses propres valeurs et pour développer cette autonomie éthique. C'est tout un exercice en logothérapie que les personnes apprennent à sentir à l'intérieur qu'est-ce que je veux vraiment faire moi. Bien sûr, c'est le fondement de tout, c'est de se connaître et d'avoir le temps, et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, évidemment, on n'a plus le temps de s'intérioriser, de s'écouter, de faire ce travail d'introspection pour savoir qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qui peut nous permettre, et là on rejoint tous les philosophes de Socrate à Spinoza, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous accomplir, de nous réaliser, de trouver ce pourquoi nous sommes vraiment faits. Mais il y a aussi un impératif catégorique qui est qu'il faut, dans la perspective de Frankl, ne jamais traiter l'autre comme un objet. Oui. Hein. Il faut toujours que la démarche respecte l'autre dans sa dignité de personne. Hein. C'est là qu'il est conscient. Et c'est là qu'il est, en tout cas, qu'il a une dimension éthique forte. Voilà. Et sur le plan, je dirais, par rapport à la sexualité, alors il y a des pages absolument savoureuses dans Thérapie et théorie d'Erne Rosen, c'est l'ouvrage qui est où il montre comment il traite des patients. Hein, il y a des gens qui viennent le voir et disent voilà, on n'arrive plus à avoir de relations sexuelles, on n'arrive plus à avoir d'orgasme. Hein. Et puis enfin, ce qu'il comprend, c'est que le couple ne cherche plus à s'aimer, mais à avoir l'orgasme. Et en voulant avoir l'orgasme, en se centrant sur l'orgasme, eh bien l'orgasme disparaît. Puisque l'orgasme est la conséquence de la relation chaleureuse. C'est exactement ce que le texte disait. Absolument. Ah, voilà. C'est très intéressant. Il dit, alors, il y a des techniques qui, à mon avis, pouvaient faire dans la Vienne des années 50-60. À mon avis, ce serait un peu plus difficile maintenant. Enfin bon, il dit il donne la prescription. Alors là, votre partenaire, vous allez la caresser, mais alors absolument interdit d'avoir un orgasme. Quoi.
absolument interdit. Et du coup, évidemment, Et ça vient très finalement, vite. ça va pas parce que vous voyez, bon. Et alors, ils le disent. Alors, on voit bien que, à la différence de certaines thérapies cognitives, la place de l'humour, elle est très importante. Ah, ouais. C'est que tout d'un coup, on va amener la personne à se distancier d'elle-même. Hein. L'auto-transcendance, et pas la transcendance avec un grand T, hein, celle qui nous envoie vers Dieu et les anges. Non, la transcendance avec un petit T, l'auto-transcendance, c'est celle-là qui joue un rôle fondamental dans la thérapie, telle que Frankl la met en avant. Alors avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute la voix de Viktor Frankl. So möchte ich von vornherein, ich glaube, die Herren brauchen nicht Lautsprecher, dann möchte ich von vornherein eine Klarstellung vorbringen dürfen. Und zwar, dass schon durch die Formulierung des Themas angedeutet sein soll, dass Glaube und Unglaube Gegenstand unserer Betrachtung sind, während sie nicht etwa den Standort unserer Untersuchung ausmachen. Das heißt, mit anderen Worten, die Et Psychothérapie... Anna Maria, traduisez-nous, pour ceux qui ne parlent pas allemand, l'essentiel de ce qu'il vient de dire. C'est vraiment un point très important en logothérapie. Il dit que la religion n'est pas notre position, hein, Standort, notre Point de départ. point de départ. Hein. La religion, la croyance ou non-croyance, c'est un objet de recherche. Il ne veut pas qu'on va plus loin que ça dans un contexte thérapeutique. Oui, et là, c'est très important pour lui de rester dans le cadre de la science, en fait, en tant que médecin. Dans le et cadre de la neurologue. science, dans le cas du serment d'Hippocrate. Hein, le psychiatre n'a pas à faire part de ses propres convictions. Hein. Alors, c'est compliqué chez Frankl parce qu'il y a le philosophe qu'il est, hein, et donc qui développe sa propre conception des choses. C'est ce qu'on voit dans le Dieu inconscient, par exemple. Mais en même temps, il reste un psychiatre soucieux de fonder une école scientifique, hein, Et qui reste thérapeutiquement efficace. thérapeutiquement efficace, qui reste ouverte sur la transcendance, l'opposé de ce qu'était Freud. Hein, dans L'avenir d'une illusion, Freud estime que la religion, c'est fini. Hein, C'est une névrose. c'est un échec, la religion. Pas du tout pour Frankl. Hein, mais en même temps, dans la thérapie, il trace une ligne de démarcation très stricte entre La dimension de la la dimension, croyance. je dirais, de ce qui est de l'ordre de sa conception philosophique, et puis le psychiatre qu'il est, qui ne cherche pas à imposer ses croyances. Il fait pas du psychospirituel. Hein, il n'y a rien de plus opposé au psychospirituel que la logothérapie, ce qui est parfois d'ailleurs une source de contresens avec des gens qui ont lu un peu rapidement Frankl. Et pourquoi il a appelé ça la logothérapie? Parce que la logothérapie, elle est issue de deux termes grecs, le logos et puis la thérapie. Et le logos, qui chez Frankl renvoie à deux conceptions, le sens, la parole, hein, et puis l'esprit, pardon, et l'esprit. Oui, mais surtout, il a traduit logos avec le mot sens. Oui, Ah, parce que c'est voilà, ça qui est voilà. contestable en fait. On n'est pas obligé de mettre le mot sens derrière le mot logos. Le mot logos a beaucoup de facettes. Tout à Hein. fait. Il y a des dizaines de sens, signes- précisément. Oui, c'est ça. Et Frankl, il a pris ce mot logos pour sens parce que quand il prend le mot sens et il dit c'est une thérapie par le sens, La sensothérapie. ce serait catastrophique. Les patients ne peuvent pas prendre cette distance. À ce moment-là, ils entendent le mot allemand et ils pensent ah oui, maintenant c'est l'aumônier qui vient et qui me parle du sens. Et ce n'est pas du tout la logothérapie qui offre un service aumônier. Hein. Oui, On c'est est- ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas le sens de la vie au sens Pas avec du un tout. grand S, Pas du c'est le sens concret qu'on donne à sa vie, Ouais. qu'on trouve à sa vie. Et je crois qu'il a également, à partir de ce qu'il a vécu dans les camps, fait une observation
qui a d'une certaine manière validé sa propre théorie qu'il avait, comme vous l'avez expliqué, déjà élaborée, c'est qu'il a observé que les gens qui étaient très forts dans l'action mais qui n'avaient pas tellement de sens dans leur vie s'effondraient facilement, que les gens qui avaient trouvé un sens à leur vie, même s'ils étaient plus fragiles, etc., pouvaient survivre plus facilement à cette épreuve. Voilà. Bien entendu, toute chose égale par ailleurs, parce que une des critiques qu'on lui a faites, c'est de dire oui, vous voulez faire la publicité par la logothérapie à partir de ce que vous avez fait comme expérience dans les camps, comme s'il suffisait d'avoir un sens à sa vie pour ne pas mourir. Et ça, il le dit non, mais c'est toute chose égale par ailleurs, en sachant que dans certains cas, et c'est le cas d'une personne là, qui s'était occupée d'enfants, c'est parce qu'il avait trouvé un sens à sa vie en s'occupant d'enfants qu'il les a accompagnés à la chambre à gaz et qu'il est mort, quoi. Oui, et d'ailleurs, nous avions reçu, il y a plus d'un an maintenant, Magda Hollander-Lafont, ici aux Racines du Ciel, qui est une rescapée des camps, une hongroise en fait, une rescapée aussi je crois que c'était aussi à Auschwitz qu'elle avait été. Et elle raconte dans ce très beau livre, 4 petits bouts de pain des ténèbres à la joie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vraiment c'est très frankelien quelque part, bien qu'elle ne se réclame absolument pas de lui. Et en tout cas, elle raconte que ce qui lui a permis de survivre, toute sa famille est morte. D'ailleurs, comme quasiment tous les 400 000 Hongrois qui ont été des Juifs hongrois qui ont été déportés. Mais elle dit, ce qui m'a permis de survivre, c'est qu'un jour, quelqu'un dans les camps m'a donné 4 petits bouts de pain pourris et qu'elle m'a dit, il faut que tu vives. Et le fait qu'elle m'ait donné son pain, d'un coup, ça m'a fait, j'ai compris que la vie avait un sens. Parce que quelqu'un dans un camp, quelqu'un qui avait faim, pouvait vous donner son propre pain. Et là, elle dit, c'est ce qui m'a permis de survivre. Elle le dit vraiment de manière très forte. D'ailleurs, cette émission était magnifique. Elle était magnifique. Elle était. Oui, mais il donne des exemples analogues, j'en ai plus en tête, mais qui témoignent de ce fait que, effectivement, même dans les camps, il y avait la possibilité de se distancier, de mettre en œuvre ce que Frankl a appelé par la suite le pouvoir de défi de l'esprit. Ça nous rappelle évidemment Iti il Sum, une vie bouleversée, et ces lettres de Ravensbrück qui sont extraordinaires, où elle dit malgré toute l'horreur, l'enfer de ce qu'on vit, la joie que j'ai n'a pas disparu. Et je continue d'aimer la vie. C'est impressionnant, oui. Voilà. Anna Maria, une toute petite chose avant de conclure, cette émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose où les auditeurs qui s'intéressent à la logothérapie peuvent aller pour en savoir plus? En France, nous avons installé un site logothérapie.fr. On peut trouver quelques informations sur la logothérapie. Il y a des sites dans les autres pays, partout. Si vous tapez logothérapie, vous trouvez beaucoup de choses. Et puis je rappelle également, Pascal Levaou, votre livre, Une psychothérapie existentielle, la logothérapie de Viktor Frankl. Et s'il fallait lire un seul livre de Frankl, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, c'est maintenant publié en édition de poche. Ça doit coûter 6 € ou 7 €. C'est celui-là. Merci beaucoup. Merci. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons du bouddhisme avec Olivier Roerich, l'un des principaux disciples de Sogyal Rinpoche. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous. Alma llena de luz.